Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Près de 30 ans après la fin de la guerre froide, la tension entre les États-Unis et la Russie est à son comble et le magazine Télérama pose la question, les deux pays sont-ils au bord de la cyberguerre ? Après avoir officiellement accusé les services de renseignement du Kremlin d'avoir perturbé le bon déroulement de l'élection présidentielle, l'administration Obama a expulsé en décembre 35 diplomates et leurs familles. Selon l'universitaire Kevin Limonier, nous sommes bien entrés dans une cyberguerre froide, avec un retour aux affrontements idéologiques et la coexistence de plusieurs régimes de vérité. Et ce n'est pas de la science-fiction. Les titres de votre 20h. Les réseaux sociaux, nouveau journalisme ou tout simplement retour aux fondamentaux. Les journalistes Sébastien Pizan et Marie-Jo Harig débattent. Conservateur du Palais Féche, ils nous parlent des expos actuelles du Musée des Beaux-Arts. Philippe Costamagne est l'invité événement de votre 20h. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir. Je vous en prie, installez-vous sur le plateau de Pendant le 20h. Alors, plusieurs expositions, en tout cas 2 expositions. Nous allons essayer et parvenir avec vous, j'en suis persuadé, de tisser un lien entre ces 2 expositions. Et commençons par Napoléon, ce héros dans le commissaire d'expo et Philippe Perfettine. Elle se déroule jusqu'au 30 avril au Palais Féche à Ajaccio, vous l'aurez compris. Et ces quelques mots, si vous le permettez, de présentation, ces quelques mots dans le texte de présentation de l'expo. Le monde bouge, le monde change et en ces temps sombres, le monde cherche des héros. La ville d'Ajaccio et le Palais Féche souhaitent donc célébrer l'homme qui se rapproche le plus du super-héros, Napoléon Bonaparte. Super-héros, Napoléon Bonaparte ? Oui, absolument, mais en fait, tout ça est lié même au devoir, au rôle des musées. Ouais. Les musées ont été créés en 1793, enfin le premier musée, c'est-à-dire le musée du Louvre, a été créé pour l'éducation des peuples. C'était la volonté de Robespierre. Et notre musée, tous les musées des Beaux-Arts sont des musées qui sont là. Évidemment, on est là pour conserver, pour les collections qui sont venues jusqu'à nous, mais on est là aussi pour éduquer. Et je pense que la saison hivernale, pour nous, est vraiment la meilleure moment pour justement jouer ce rôle. Et parce que c'est les époques où les écoles peuvent venir. Et donc, cette année, on a fait vraiment à fond ce rôle. Et on a la chance, on est à Ajaccio, on a la chance d'avoir Napoléon. Et en plus, on a aussi la chance d'avoir Philippe Perfettini. Oui, qui est le commissaire d'expo, nous l'avons dit. Donc, qui connaît très bien le fond, qu'on a un fond très riche, très important de napoléonien. Et en fait, il a réussi pour les enfants, son but, c'était pour les enfants de raconter de manière simple, en images, l'histoire de cette destinée de Napoléon. Et il l'a fait comme ce héros, parce que c'est un héros. Oui, super-héros même. Hein, il a super-héros, et il l'a fait, en fait, il a pris ce côté, il a fait comme les 12 travaux d'Hercule. Et c'était les 12... vraiment les 12 problèmes qu'il a dû affronter, comme le présente Philippe, et en fait ça permet de repasser toute la carrière de Napoléon. Est-ce que cela veut dire, Philippe, excusez-moi, que il y a, alors peut-être pas Ajaccio, quoique, me direz-vous, une malconnaissance de Napoléon Bonaparte, une malconnaissance de l'histoire de Napoléon Bonaparte? Moi, je pense, oui. D'abord, je suis le premier à pas connaître l'histoire de Napoléon Bonaparte, donc à mal connaître. Non, parce qu'on découvre, en fait, c'est ce que propose l'exposition. Hein. On a toujours des lectures différentes, même en évoluant en âge, on le voit différemment. Je pense que, à un moment, on peut le voir comme un afrodictateur, à un moment on peut voir comme un grand libérateur, comme la personne qui a porté les idées de la Révolution, et surtout ce que je vois, enfin moi personnellement, c'est cette aventure extraordinaire. Et c'est ce que cette exposition veut montrer, en fait. Qui est cette aventure qui est ouverte à tous, donc ce n'est pas... on peut venir de toute origine et on peut avoir un destin extraordinaire.
Enfin bon, il y a... excusez-moi, je pense à Trump en ce moment. Drôle d'analogie, Oui, non, mon cher Philippe. Non, Quoique ça m'a vous y coupé, êtes là. autorisé, si vous Non. voulez. Il y a une j'ai eu l'occasion de la voir, l'exposition. Il y a une muséographie particulière, c'est-à-dire que vraiment, il y a les étapes de la vie de Napoléon Bonaparte, mais pas seulement. C'est-à-dire que on est vraiment accompagné. C'est ça qui est intéressant dans cette exposition, dans cette partie-là d'exposition, c'est qu'on est accompagné et que c'est aussi une exposition qui permet de mieux appréhender, j'insiste sur cette idée-là, mais de mieux appréhender la figure de l'empereur, du soldat Napoléon Bonaparte également. Oui, alors d'abord, l'idée de Philippe, je trouve, est absolument formidable, c'est qu'on commence par la fin. Oui, c'est vrai. Et pour que tout de suite, comme on sait que de toute façon, si on fait attention, la fin n'est pas... Parce qu'il y a par terre la tête de Napoléon, qui vient de la colonne Vendôme, qui a été donc en 1871 pendant la Commune tombée, détruite. Et en fait, c'est la fin, c'est-à-dire la fin de l'aventure des Bonaparte. Il commence, en fait, c'est aussi la fin du Second Empire. Et c'était très bien de montrer cette destinée à la fois qui part de Napoléon, qui finit avec Napoléon III. Et effectivement, après, on a toute la famille. On montre aussi, Philippe montre cette destinée qui est celle de cette famille. Bon, après, période par période, parce que c'est vrai, il y a Napoléon et les femmes, et je pense que pour les enfants, tout ça, c'est assez simple, et on regarde, d'ailleurs, les enfants regardent ça avec beaucoup d'intérêt, mais pas que. Parce que finalement, comme vous dites, on pense connaître, on ne connaît pas si bien, parce qu'il y a comme on a aussi pas mal de gravures, on pourrait penser que c'est barbant les gravures, mais ça l'est pas en fait. Parce qu'elles racontent une histoire. C'était comme une bande dessinée, donc c'est assez amusant. Et je vois que le public regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Alors, cette exposition entre également en résonance avec une autre exposition, comme Un seul homme de Denis Darzac, qui donne à entendre un texte écrit à partir de lettres inédites de soldats français, anglais et allemands dans la bouche, dans la voix de jeunes d'aujourd'hui en visite sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Une nouvelle fois, c'est une mise en perspective de l'histoire par l'art. Oui, alors je trouve que c'est toujours pareil, c'est le rôle d'éducation, c'est vraiment un devoir de mémoire, cette exposition, parce que comme ça, tout le monde le sait, l'horreur de la guerre de 14-18, enfin on le vit toujours, la boucherie, les conséquences, on y est encore aujourd'hui, et donc c'est très très important que les enfants, les jeunes, les adolescents connaissent et comprennent cette guerre et comprennent ce que ça a été pour ces jeunes qui sont partis mourir dans les champs de bataille dans le nord de la France. Et en fait, le fait que Denis est un photographe, Denis Darzac est un photographe, un grand photographe, et donc il a fait ce film, mais avec un œil de photographe, ce qui c'est assez fort. Et donc ces jeunes, ce sont des jeunes de 18-19 ans, des jeunes des jeunes tout à fait d'aujourd'hui, d'un lycée d'une ville du Nord, où sont les mêmes jeunes partout, les mêmes jeunes qu'à Ajaccio, qu'au lycée Fesch ou au Laetitia, et ou dans tous les lycées, je veux dire, de France, de Navarre et de Corse. Et ils sont habillés de la manière, et ils lisent ces lettres qui sont absolument terrifiantes, parce que ils parlent du cadavre à côté, du machin, de savoir si le lendemain on sera encore vivant, et en fait, ce sont des gamins comme eux, qui le racontent, et je trouve ça très émouvant, et je pense que ça peut parler aux jeunes d'aujourd'hui. Ouais. L'exposition est également jusqu'au 30 avril, les deux, parce qu'elles sont en résonance, il faut absolument voir les deux pendant. Et d'ailleurs, je le dis aux téléspectateurs de François Corse Via Stele, si vous appelez le standard, nous vous donnerons le numéro de Philippe Perfettine qui vous fera une visite privée, parce qu'il faut vivre l'expérience de l'exposition Napoléon avec Philippe Perfettine. Juste avant de terminer notre entretien, mon cher Philippe, quelques mots sur votre ouvrage Histoire d'œil. Il est sorti il y a quelque temps, mais c'est un beau succès public et critique, ce livre, Histoire d'œil aux éditions Grasset. Oui, parce que ce livre raconte, à travers ma propre expérience, c'est pour ne pas ennuyer le lecteur, parce que sinon, si on fait un essai, ça pourrait venir barbant. Et en fait, c'est l'histoire de comment on attribue des œuvres, comment on acquiert cet œil, ce qui est un don.
Oui. qu'on cultive, voilà, qu'il faut cultiver, en voyant beaucoup d'images. Et après, je raconte des découvertes importantes, le monde des faux, les copies, et des aventures extraordinaires. C'est comme un roman d'enquête, hein, c'est comme un polar presque, votre ouvrage. Hein. Mais notre vie est en fait une vie d'enquête perpétuelle. Alors les expositions Napoléon, ce héros et comme un seul homme au Palais Fèche d'Ajaccio, c'est jusqu'au 30 avril et il faut découvrir, si vous ne l'avez pas encore, le livre de Philippe Costamagne, Histoire d'œil aux éditions Grasset. Merci beaucoup mon cher Philippe d'avoir accepté mon invitation. Merci Philippe. Avec l'utilisation des réseaux sociaux et cette instantanéité de l'information, c'est la pratique même du journalisme qui se trouve bouleversée. Les ex-d'ITélé ont lancé Explicite Journalistes Associés. Ce projet sera diffusé à partir de vendredi sur Facebook, Twitter et YouTube. L'occasion de nous interroger, les réseaux sociaux, nouveau journalisme ou tout simplement retour aux fondamentaux, c'est le débat du soir avec les journalistes Marie-Jo Arriguet-Landine et Sébastien Pisagne. Bonsoir. À vous deux. Une émission sur le traitement de l'information, sur le journalisme. Nous en proposons de temps à autre. Oui, c'est vrai, mais c'est toujours intéressant de décrypter. Hein. De décrypter, c'est aussi notre rôle ici pendant le 20h. Alors, avant de débuter pleinement notre discussion, je voudrais vous faire réagir sur ces mots d'Olivier Ravanello, qui est le président de l'association Explicite Journalistes Associés, ancien journaliste d'ITélé, spécialiste de l'information internationale. Il dit ceci en parlant d'Explicite: nous voulons nous remettre au service des gens et retrouver le lien avec eux sur les réseaux sociaux. La défiance envers les médias se développe car on n'entend plus les questions que les spectateurs se posent. À force de travailler, on ne se pose plus certaines questions. Sébastien. C'est étonnant, hein. Et pourtant c'est tellement juste parce que je crois que tous les journalistes, effectivement, et c'est pas tout à fait nouveau, ça fait des années hein, finalement que dans les médias, quels qu'ils soient, on se pose la question de la proximité avec les questions et les problématiques du quotidien des gens qui nous suivent. Donc je comprends très très bien la démarche qui est celle de, alors là en l'occurrence Olivier Ravanello. C'est assez paradoxal parce que en fait aujourd'hui, quel que soit le média traditionnel, je dirais. Prenons l'exemple d'un journal. Avec son site internet, n'importe quel journal, qu'il soit au niveau international ou au niveau le plus local, bénéficie d'une audience mais largement supérieure à travers la possibilité pour les internautes de lire les articles que ce qu'ils connaissaient il y a de ça quelques années. Simplement, c'est une information auquel les gens accèdent de manière gratuite. Donc ça ne profite pas, je dirais, à la prospérité économique du journal. Donc il faut réinventer en permanence de nouvelles choses et notamment essayer de renouer ce lien. Mais alors, vous voyez le paradoxe, on est plus lu, plus écouté, plus vu et pourtant on ressent le besoin de renouer le fil. Alors pour revenir à la démarche explicite, ce sont des anciens d'ITélé. Alors on va rappeler tout de même ce qui s'est passé à ITélé. C'est la grève la plus importante, la plus longue de l'histoire du journalisme insulaire. Ils ont décidé de continuer à travailler ensemble, de proposer de l'information, de traiter, de décrypter, de traiter l'information en se regroupant dans une association, journalistes associés, Explicite. Olivier Ravanello en est le président de cette association. L'idée est de proposer du contenu, de l'information à travers les réseaux sociaux et YouTube notamment. Là, la démarche, alors si ce n'est innovante en tout cas, elle nous titille, c'est particulier, c'est différent évidemment des chaînes d'information au continu. Il y a peut-être l'instantanéité de l'information, mais là, le journaliste est au cœur de l'information. Oui, parce qu'ils veulent s'accorder aussi... C'est assez paradoxal parce qu'il y a l'instantanéité, vous avez raison, mais ils veulent s'accorder aussi le temps de bien faire, c'est-à-dire de refaire le travail du journaliste et justement de ne pas partir dans cette espèce de fuite en avant qui est de confirmer ou d'infirmer très vite les informations qui vont comme des rumeurs sur les réseaux sociaux, qui vont beaucoup trop vite et qu'on n'arrive pas à pister. Donc c'est très difficile de faire ça. D'où l'importance du filtre journalistique. Pardon, Marie-Jo. Tout à fait. Et c'est pour ça que là, justement, ils veulent aussi recréer ce filtre journalistique et redonner de l'information explicite,
Donc leur nom est d'ailleurs tout à fait bien trouvé. Donc c'est assez particulier. Ils vont être dans ces médias qui sont des médias effectivement de l'immédiateté, tout en essayant de garder la déontologie du journaliste, chose que les chaînes d'information en continu commençaient à leur faire un petit peu perdre de vue. Sachant que tous les médias traditionnels sont aujourd'hui présents sur les réseaux sociaux, mais vous le disiez, vraiment la particularité, c'est cette exclusivité, de leur choix de support. C'est courageux. Sans doute, je trouve ça d'autant plus courageux que moi je me pose une question et on va tous, je pense, tous les journalistes vont suivre avec intérêt sans doute cette aventure, savoir aussi comment économiquement ils vont réussir à un moment donné à réussir ou non à mettre en place quelque chose de pérenne. Parce que toute cette information, elle va être accessible gratuitement. Ou alors on passe par le filtre de l'abonnement. Alors, il a évoqué, ça a été évoqué hier dans la conférence de presse avant-hier. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont quitté iTélé avec un peu d'argent, qui ont le temps peut-être de voir venir pendant quelques mois, mais je rappelle quand même qu'ils sont là de manière bénévole pour l'instant. Oui, ça ne dégage pas d'argent. D'où la démarche, alors presque militante concernant l'information. Là, c'est vraiment, je répète parce que c'est important, remettre le journaliste au cœur du traitement de l'information. Le filtre journalistique existe, il est essentiel, et c'est ce qui fait la différence sur les réseaux sociaux, entre un producteur d'information lambda qui peut à tout moment tweeter une information erronée. Le journaliste se doit de vérifier. Évidemment, on va pas refaire les journalistes n'ont plus l'exclusivité de l'information sur les réseaux sociaux. Demain, ce producteur d'information peut aussi être un expert, quelqu'un qui maîtrise terriblement bien un sujet. D'ailleurs, son article ou sa publication a tellement plu qu'elle a été énormément partagée sur les réseaux. Et si vous rentrez dans un moteur de recherche sur un thème donné, les quelques mots clés, autant c'est son article qui va paraître en premier plutôt que celui d'un média traditionnel. Donc, on voit bien que tout est tout à fait brouillé désormais à ce niveau-là sur Internet. Alors pour évoquer la transformation des pratiques journalistiques, du traitement de l'information, un chiffre, si vous le voulez bien, 40% des Français, nous l'avions déjà évoqué, 40% des Français s'informent via les réseaux sociaux, selon le Reuters Digital News Report, et près de 44% utilisent leur portable, et cela ne cesse d'augmenter. Oui, mais sur les réseaux sociaux, on trouve d'ailleurs des partages d'articles traditionnels. C'est vrai. Bien sûr, je veux dire, c'est pas que de la production. Est-ce que c'est le mode de consommation? C'est le petit appareil qu'on a tous dans la poche en ce moment. Là, on est en train de parler, on a tous un petit appareil dans la poche. Ça me paraît assez normal finalement. Oui, parce qu'on l'utilise pour tout. En fait, on l'utilise pour faire des recherches d'informations, d'actualité, mais on le recherche aussi pour faire pour savoir immédiatement où trouver le meilleur plombier du quartier, etc. Donc c'est vraiment un outil qu'on utilise comme ça. Après, sur l'information, on a un autre souci, c'est qu'on n'est plus dans des informations qui n'ont pas de conséquences. Voilà, on est dans des choses qui ont des conséquences et qu'il faut qu'elles soient traitées d'une manière un petit peu cohérente et avec une vraie déontologie. Voilà, là c'est un petit peu la différence. Mais c'est vrai qu'on arrive tout de suite vers ça parce que si on vous dit qu'il s'est passé quelque chose et que vous allez chez votre marchand de journaux préféré et que vous prenez le quotidien, c'est celui qui a été fait la veille. Et donc voilà, il a été bouclé ce quotidien, alors que en général le site qui est attaché à la rédaction a déjà été plus réactif. Là, on a un site qui n'est pas attaché à une rédaction papier. Alors autre question pour élargir aussi un petit peu notre conversation, se pose pas avec cette question-là, avec cette démarche-là, est-ce qu'il se pose la question de l'indépendance journalistique? Ils sont associés dans un destin commun pendant quelques mois, en tout cas, ces journalistes, ces ex-d'ITélé. Il n'y a pas un grand... un Bolloré, là, en l'occurrence. Un Bolloré ou d'autres, d'ailleurs, parce que la concentration des médias aux mains de la grande finance, ça existe, c'est une réalité. Ce n'est pas une invention de l'esprit. Là, le journaliste, j'y reviens, je l'ai dit plusieurs fois dans cette émission, mais cela me semble essentiel, est au cœur de l'information. Et ça change beaucoup. C'est évident. Et je veux dire, cette problématique des actionnaires qui viennent de monde de la finance ou autre est assez prégnante dans les rédactions. iTélé, c'est la plus longue grève que l'on ait connue au sein d'une rédaction. Mais je vous rappelle quand même qu'on a connu ça au Nouvel Obs, à Libé, enfin bon, voilà. Donc voilà, oui, l'indépendance, évidemment. Mais il faut aussi que les journalistes fassent
leur propre mea culpa. Et c'est là où ça commence à devenir très intéressant. Parce que je crois qu'on a connu une période durant laquelle on s'est tous mis à ronronner. Pourquoi ? La télé regarde ce que fait les journaux regardent ce que fait la radio, enfin tout le monde se copie, une espèce de mimétisme. Et finalement, on ne finit par ne plus renvoyer qu'une espèce de message, de brouhaha commun. Je crois que c'est là où la démarche de Ravanello et des siens m'intéresse, c'est que vraisemblablement, ils vont essayer de produire autre chose. Ouais. Voilà. Mais qu'on n'oublie pas de recouper aussi l'information, ce qu'on a un peu oublié. Il y a eu des grosses gaffes qui ont été faites ces dernières années. Donc voilà, j'espère que c'est vraiment l'occasion. Le risque, les gaffes sont faits, voilà, exactement, dans la précipitation, parce que l'instantanéité de l'information, parce que les chaînes d'information en continu, il y a aussi cette course à l'audience, à l'audimat, au scoop. Peut-être que dans cette démarche-là, je ne suis pas là pour faire l'avocat, ils n'ont évidemment pas besoin de moi, mais c'est vraiment pour essayer de comprendre, pour décrypter ce qui se passe. Peut-être que dans cette démarche-là, justement, comme ils seront en direct avec le consommateur d'information, avec le citoyen, il n'y a pas de course à l'audimat, il n'y a pas de course à l'audience. Le tout, c'est qu'ils ne se fassent pas aspirer par les réseaux sociaux et les écueils qu'ils peuvent règles. présenter. Vous avez absolument raison, parce que sur les clickbaits, on en a déjà parlé, il y a leurs propres règles pour qu'une information, pour qu'un article remonte, notamment sur les pages Facebook ou sur YouTube notamment, il faut qu'il y ait beaucoup de clics. Et là aussi, c'est aussi de la course à l'audience, une autre façon, une autre course à l'audience, mais moins effrénée que celle de l'audimat télévisuel. Mais pour en revenir aux actionnaires privés, c'est vrai que ce n'est pas nouveau d'avoir des actionnaires privés dans les médias, mais c'est nouveau d'avoir des actionnaires aussi interventionnistes. Jusque-là, la règle était quand même... oui, peut-être voilà, le sait-on davantage. Voilà, en fait, peut-être je ne aussi. sais pas vraiment. Mais justement, peut-être que la pression a été mise parce qu'il y a une concurrence maintenant de médias informels. Donc la pression a été mise aussi pour effectivement ne pas perdre de part d'audience, de part de marché, etc. etc. Et il y a une intervention aussi parfois dans les lignes éditoriales. Et là, je crois qu'ils veulent vraiment s'en libérer aussi. Ils ont cette rédaction qui est presque entière, parce qu'ils ont tellement envie été de travailler ensemble. démissionner. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire quelque chose de la culture également qu'ils ont formalisé durant toutes ces années au sein de. Et là, ils se libèrent de ce poids-là, qui aurait pu ne pas être un poids. Quand il y a un actionnaire, vous devriez, en tant que journaliste, être justement au contraire à l'aise, parce que le journal ne dépend plus uniquement de ses ventes. Voilà, il fonctionne. C'est toujours mieux de faire du bénéfice, mais si on n'en fait pas, on a quand même un organe de presse de qualité. Et là, on se dédouane de personnes qui mettent une pression pour que la chaîne ait plus de parts de marché. Autre dimension qui est intéressante, évidemment, la liberté d'informer sans contrainte technique. C'est-à-dire que nous, par exemple, à la télévision, il y a la lourdeur de la technique qui est importante, qui est essentielle, évidemment, pour faire fonctionner une chaîne. Là, tout ça, ça explose en vol, Il y a cette idée-là aussi qui chemine dans l'esprit de ces journalistes. Qui est coûteuse aussi. Exactement, qui est beaucoup moins coûteuse. C'est finalement un média low cost. Alors, est-ce que c'est un média low cost ? Alors, on aura de l'information dégradée, selon vous. Oh non, le low cost parfois est de bonne qualité. Mais c'est vrai, oui, voilà, ils se sont effectivement aussi libérés de toutes ces contraintes qu'ils pensent d'ailleurs devenir très vite obsolètes. Et c'est pas faux. Sur 5 ans. Voilà. C'est ce qu'ils ont dit durant leur conférence. Alors, moi, j'attends quand même de voir ce que ça va donner, encore une fois. Parce que là, d'accord. par exemple, là, ils vont aller à l'investiture de Trump. Demain. Ces anciens de la télé, puisque l'essentiel sont des anciens journalistes de la télé, est-ce qu'ils vont vraiment travailler de façon très différente en termes de rendu? Ils vont aller rencontrer des gens qui sont des soutiens de Trump, d'autres des opposants de Trump. Est-ce que le résultat va être foncièrement différent parce qu'ils seront uniquement avec un smartphone que lorsqu'ils se trouvaient avec un caméraman derrière eux? Là, c'est à voir. Moi, je veux bien qu'on parle effectivement de la lourdeur de la technique. Il ne faut pas oublier quand même qu'au centre, c'est une matière humaine, c'est quand même un journaliste face à un sujet qui croise des informations, qui essaie de trouver un angle. Mais moi, j'avais plus compris qu'ils se libéraient des plateaux, surtout, mais qu'ils partaient quand même avec un minimum de matériel. Évidemment, ils vont partir avec matériel, mais c'est moins lourd que la dimension d'une chaîne télé, voilà, qu'il faut faire tourner quand même. Exactement. Alors, en tout cas, on va suivre l'expérience, parce que est-ce qu'on peut le dire comme cela? Oui, on peut le dire. Qui connaît un franc succès sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup d'abonnements, notamment sur Facebook et Twitter, sur leur Facebook, Twitter et bientôt sur la chaîne YouTube. Alors, nous avons posé cette question de manière plus globale. Les réseaux sociaux, la pratique d'un nouveau journalisme ou tout simplement un retour aux fondamentaux. Marie-Jo, c'est avec vous que je commence. 40 secondes.
Écoutez, c'est vrai que c'est difficile quand même de répondre à cette question parce qu'on ne sait pas exactement comment ils vont s'organiser. Mais je pense que c'est intéressant en tout cas d'avoir ces professionnels qui connaissent leur métier et qui vont l'exercer d'une manière un peu plus libre, profitant de leurs connaissances, profitant de leur réseau, profitant de cette équipe qui est constituée finalement pour nous donner autre chose. Alors c'est vrai qu'on est absolument intéressé par ce qui va pouvoir se passer. On va bien voir comment les choses se passent. Peut-être que ce sera bien aussi de donner, de rappeler aux journalistes qu'ils ont une clause de conscience, que donc ils ont le droit de quitter leur poste dans des conditions qui sont pécuniaires, qui sont relativement correctes, et que donc on n'est pas obligé de subir dans nos métiers des pressions qui sont trop lourdes. Il y a une loi aussi qui a été votée, la loi Bloch, je crois, pour aussi donner encore plus d'indépendance et plus de responsabilité aux journalistes pour qu'ils puissent être de plus en plus libres encore et protéger ses sources. Même si la précarité est très présente. Très présente, de plus en plus. Sébastien. Je ne crois pas à une nouvelle forme de journalisme. C'est plutôt effectivement des nouveaux supports. On a parlé à partir des années 2000 de la place que prenait Internet. Désormais, c'est l'étape supérieure, les réseaux sociaux. On passe des médias de masse à la masse des médias, c'est-à-dire tout un tas de médias qui se créent justement sur les réseaux sociaux. Encore une fois, expérience très intéressante qu'on va suivre. J'irai plutôt vers le retour aux fondamentaux. Effectivement, vous l'avez un peu compris dans ce que j'ai dit. Je pense que ces dernières années, il y a eu une espèce de course qui s'est jouée, pas forcément très saine, qui a un peu concassé la déontologie des journalistes. Et pourtant, on a dans toutes les rédactions des gens qui font leur boulot très très honnêtement. Donc retour aux fondamentaux, parce que on va croiser les informations et les restituer immédiatement aux citoyens. Merci à vous d'avoir débattu sur ce sujet. Nous serons évidemment, vous l'aurez compris, attentifs et nous souhaitons bon vent aux journalistes associés d'Explicit. Je vous dis à demain, même lieu, même heure, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment, chaîne de service public.